Mère de ce autre numéro de Business Matin, nos deux rubriques habituelles. En première partie, nous recevons Moustapha Sow, entrepreneur sénégalais de premier plan, philanthrope, un spécialiste de l'Afrique avec la question de financement de ces infrastructures et du commerce interafricain. Et en deuxième partie de cette émission, en dernière ligne droite de ce autre numéro de Business Matin, nous parlerons du salon de l'immobilier qui se déroulera ici à Abidjan les 24 et 25 à l'Ivoire Golf Club. Le financement des infrastructures et du commerce dans notre continent à tous, dans l'Afrique, la terre sur laquelle nous vivons, nous en parlerons dans cette première partie de ce numéro de Business Matin avec notre invité, Moustapha Sow. C'est parti, nous les découvrons ensemble juste après le jingle qui suit. Financement des infrastructures, du commerce dans le continent, en Afrique. Les infrastructures et le commerce intra-africain, deux leviers importants de développement pour notre continent. Comment financer ces deux grands leviers de développement? Nous en parlerons avec Moustapha Sow. Merci Jean, merci de m'avoir reçu. Moustapha Sow, bienvenue à Abidjan. Merci. Alors vous êtes un philanthrope et entrepreneur sénégalais, un spécialiste pour les questions de financement et d'infrastructures et de commerce en Afrique. Alors, pourquoi d'abord, qu'est-ce qui vous fait dire que ces deux grands secteurs d'activité que sont les infrastructures et le commerce interafricain sont pour vous réellement des leviers de développement? Pourquoi? Il y a d'autres secteurs qui existent. Alors, Jean, il faut voir que tous ces secteurs-là sont bien évidemment inclus dans ce qu'on appelle les infrastructures et aussi le commerce. Comme vous le savez, un pays a besoin bien évidemment d'infrastructures. Un pays doit consommer. Ce qu'on consomme, on l'importe. Ce qu'on produit, on consomme et on l'exporte. D'où l'importance de ces deux secteurs comme étant les leviers de développement d'un pays. Très bien. Alors, les infrastructures, on a les infrastructures, la voirie, dans le domaine de la santé, du sport, de l'éducation. Quel état des lieux d'abord vous faites? Vous qui êtes une spécialiste de l'Afrique en matière d'infrastructures, du commerce interafricain, on parle d'abord des infrastructures. Quel état des lieux vous faites pour ce qui est des infrastructures en Afrique, tant anglophone que francophone, dans toute l'Afrique? Alors, Jean, il faut savoir que le besoin et le problème d'infrastructure est une réalité en Afrique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle d'infrastructure, on parle de santé, on parle des hôpitaux. On sait tous que le problème des hôpitaux est une réalité en Afrique. On parle d'énergie. Tout ce qui est production d'énergie, électricité, il faut produire, il faut transporter, il faut distribuer, ça requiert des infrastructures. Ça, vous savez aussi bien que moi, c'est un réel problème en Afrique. On parle de routes. Quand on parle d'infrastructures, les voiries, on sait que c'est aujourd'hui un challenge très sérieux, en tout cas que le continent africain présente à ce jour. On parle d'autres secteurs, notamment l'éducation, les écoles. Aujourd'hui, on sait que voilà, c'est aussi le manque d'infrastructures d'écoles et d'universités aujourd'hui est une réalité en Afrique. Donc effectivement, le problème d'infrastructure est un problème réel en Afrique. La bonne nouvelle, c'est que effectivement, des solutions sont en train d'être trouvées et exécutées dans le continent, dans sa globalité. Certains pays, bien évidemment, ont fait aujourd'hui un bond extraordinaire. D'autres sont en train de le faire. Effectivement, il y a toujours certains qui sont derrière. Très bien. Alors, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, lorsqu'on part dans certains pays, que ce soit en Afrique francophone comme anglophone, on a une certaine manque d'infrastructures? Nos États, nos pays n'ont pas assez de routes, par exemple. Il y a certains villages, il y a certaines villes qui manquent réellement d'infrastructures dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine du sport. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors Jean, il faut voir que pour avoir des infrastructures, il faut les financer. Très bien. Pour les financer, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et cet argent-là, c'est pas des petits montants. Aujourd'hui, on évalue à peu près 100 milliards de dollars le besoin, en tout cas, de l'Afrique chaque année. 100 milliards de dollars pour pouvoir combler, en tout cas exactement 100 milliards de dollars pour pouvoir, de besoin pour pouvoir couvrir
le besoin en financement d'infrastructures. Sur ces 100 milliards-là, 50 milliards sont déjà disponibles. D'accord. Il reste un gap de 50 milliards. Et c'est ce gap-là, malheureusement, qu'on n'a toujours pas. Et comment trouver ce gap maintenant? On va en parler au cours de l'émission. Effectivement, je pense que ce qui est clair, c'est qu'il faut préciser, bien évidemment, en dehors de ces 100 milliards, qui représente aujourd'hui le besoin. 5 milliards est déjà disponible, bien évidemment. Il faut voir que sur ces 50 milliards, 70% provient directement du financement de l'État. Et bien évidemment, les 5 milliards qui représentent un gap. Comme vous le savez, nos continents, nos pays, en tout cas les pays africains, aujourd'hui, la plupart en tout cas ont des ressources limitées. Ce n'est pas tous les pays aujourd'hui qui ont le pétrole, le gaz ou bien d'autres types de produits. Il y a certains pays qui sont purement les pays de services. Et comme vous le savez, l'Afrique aujourd'hui représente un continent de défis, en tout cas, et de challenge. Il ne faut pas le nier, la pauvreté, il est là. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, depuis ces 10 dernières années, l'Afrique se métamorphose, comme je disais tout à l'heure. Et dans cette métamorphose-là, bien évidemment, on a aujourd'hui le besoin, en tout cas, de financement et la solution, en tout cas, qui, progressivement, dans certains pays en Afrique aujourd'hui, résorbée. Je prends l'exemple du Sénégal, avec ces 5 dernières années, pas mal d'infrastructures qui ont été inaugurées. Récemment, il y a l'aéroport qui a coûté presque $1 milliard. Il y a aujourd'hui le pont, l'autoroute à péage, qui aussi actuellement a été construit. Récemment, il y a le TER qui est en train d'être construit. Il y a toute une ville nouvelle de Diamniadio qui est en train d'être construite. Et ça effectivement, l'énergie aussi, pareil. Il y a tout un ensemble de travaux qui sont en train d'être réalisés. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Et effectivement, comme je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a certains pays qui sont vraiment en avance en matière de financement, exactement, et qui montrent la solution, effectivement. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'État. L'État comme d'abord le premier, mais pas l'unique en financier de ces infrastructures, n'est-ce pas? Donc, l'État lève les fonds pour financer ces infrastructures, mais est-ce que l'État peut-il financer toutes ces infrastructures? Alors, il faut redéfinir le rôle de l'État dans une économie. Très bien. Comme vous le savez, il y a deux types, en tout cas deux courants classiques d'économie. On appelle les capitalistes et les socialistes. Les capitalistes te disent que l'État a le rôle d'arbitre, et que c'est le rôle du secteur privé d'investir, que ce soit dans le secteur d'infrastructure et d'autres. Et dans le socialisme, on te dit que l'État doit tout faire, doit tout détenir et redistribuer, bien évidemment, les revenus générés par ces infrastructures-là. Aujourd'hui, à part les États-Unis, bien évidemment, et certains pays, on a des socialistes capitalistes. Et la plupart des pays en Afrique tombent dans cette définition-là. Alors, ce qui veut dire que effectivement, étant ce qu'il est, la majeure partie des infrastructures ont été financées par l'État. Je disais tout à l'heure que sur les 100 milliards de besoins, dans lesquels 50 milliards sont déjà disponibles, ces 50 milliards-là, 70% de ces 50 milliards-là sont bien évidemment financés par l'État. Qu'en est-il du reste? Exactement. Le reste, c'est qu'il faut voir qu'il y a plusieurs mécanismes d'absorber et de financer nos besoins d'infrastructure. Et ces mécanismes? Ces mécanismes, bien évidemment, il y a le rôle du secteur privé. Le secteur privé. Le secteur privé, pour moi, en Afrique, doit s'impliquer davantage. L'État doit impliquer le secteur davantage. Comment l'État doit impliquer? Comment? Alors, c'est simple. Il y a ce qu'on appelle des PPP. En anglais, on dit Private Public Partnership, ou en français, c'est partenariat public-privé, où c'est des mécanismes où le privé et le public se retrouvent pour, bien évidemment, trouver la bonne formule, en tout cas pour le projet, qui permet à l'État de se désengager, en tout cas financièrement, tout en mettant bien évidemment l'infrastructure de base, la législation, etc. et le confort qui peut permettre au privé d'aller lever des fonds pour financer. Je donne l'exemple du secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie aujourd'hui, la plupart des projets qui ont été réalisés récemment
en tout cas, et qui sont en cours de réalisation, c'est des partenariats publics-privés où vous avez un privé qui vient, qui investit, qui signe des Power Purchase Agreement, bien évidemment, avec les sociétés d'électricité, couverts bien évidemment par le ministère de l'économie et des finances, et c'est sur cette base-là que le privé pourra aller lever les fonds, exécuter le projet, produire de l'énergie, vendre ça à la société de l'énergie, qui le revend aux consommateurs, collecte les montants et puis repaye bien évidemment sur la base de ce contrat d'achat qui a été signé avec le secteur privé. Très bien, ça c'est le partenariat public-privé. Ça c'est le partenariat public-privé. Ça c'est un autre mécanisme de financement. Hein, exactement. Qui est comme une solution également pour la levée de fonds pour financer les infrastructures. Absolument, absolument. Et le troisième, on a parlé de l'État, on a parlé du partenariat public-privé. Alors, il faut voir, effectivement, il y a d'autres, et même dans le partenariat public-privé, effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de secteurs dans lesquels l'État finance, et à mon avis, l'État devrait se désengager. Ouais. Je veux dire, pour moi, on est arrivé au stade où tous les projets qui génèrent des revenus doivent être exécutés, en tout cas, dans des modèles de financement de partenariat public-privé. Nos États doivent progressivement se désengager aujourd'hui de ces types de projets pour pouvoir se focaliser sur d'autres projets, pour moi, beaucoup plus vulnérables et qui intéressent peu, je veux dire, les bailleurs, en tout cas financiers. Par rapport tout à l'heure à l'autre mécanisme, bien évidemment, sur un point sur lequel on ne parle pas beaucoup, c'est bien évidemment les transferts illicites. Les transferts illicites ont coûté entre 1980 et 2009 plus de 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars, ça a coûté à l'Afrique. Il est encore une autre estimation, c'est à peu près 50 milliards de dollars qui quittent l'Afrique d'une manière illicite. C'est 50 milliards de dollars. Comme par hasard, c'est le besoin aujourd'hui, le gap en besoin de financement d'infrastructures pour permettre à l'Afrique, en tout cas en matière d'infrastructure, de régler ces problèmes. Et quelle est la part de ces transferts illicites? Et si vous regardez la part de transferts illicites, les gens ont souvent tendance à penser à la corruption. D'accord. Et malheureusement, la corruption ne représente que 3% de ce montant-là. Okay. Aujourd'hui, il y a bien évidemment 30% qui est représenté par bien évidemment les trafics de drogue, okay. Ça c'est une réalité dans tous les continents. Mais écoutez bien, tenez-vous bien, 60% de ce montant-là, c'est de l'évasion fiscale et particulièrement par les multinationales. D'accord. Cet argent pourrait servir... Cet argent aujourd'hui pourrait servir à financer nos économies. Très bien. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une réalité et c'est pour ça nous invitons bien évidemment les autorités, en tout cas nos gouvernants, de veiller et puis de mettre en place des politiques beaucoup plus strictes, en tout cas pour pousser les entreprises, autant privées que les multinationales, à payer leurs taxes. Parce qu'effectivement, sur la base de ces taxes-là qu'on finance nos économies. Très bien. Alors, on va partir sur le dernier mécanisme. Alors, les banques d'affaires, il faut voir qu'en Afrique, ils sont peu utilisés. Il faut voir que, autant vous êtes dans la partie francophone et anglophone, la définition est différente. D'accord. Les gens ont tendance, quand vous parlez de banques d'affaires, ont tendance à parler de banques de dépôt. Alors, les banques d'affaires, comme communément appelées investment banking, dans le jargon anglais. Elles sont différentes des banques commerciales. Ils sont différents des banques commerciales. Je donne l'exemple aujourd'hui d'un Goldman Sachs, ou en tout cas Goldman Sachs aujourd'hui qui est purement banque d'affaires. Il y a d'autres institutions qui, en tant que groupe, bien évidemment, je parle à Citi, à Barclays, si tu regardes le cas de nos banques, vous avez Ecobank Capital par exemple, BOA Capital, etc. C'est des banques d'affaires. Leur rôle, c'est purement conseil. Okay. Qui est différent des banques commerciales qui peuvent prendre des dépôts. Des dépôts et puis garder de l'argent. Exactement. Au début, avant la crise des années 70 aux États-Unis, les banques d'affaires et les banques commerciales étaient les mêmes. Les banques d'affaires pouvaient avoir leur propre bilan. Ouais. Et c'est effectivement au sortir de cette crise,
grâce à la Stigl Act, qu'on a séparé le métier de banques commerciales qui doivent protéger les dépôts et les banques d'affaires compte tenu bien évidemment des types de risques, surtout sur la partie trading qui était à l'époque à cause de cette crise financière. Très bien. Et ces banques d'affaires, comment est-ce qu'elles interviennent dans le financement de ces infrastructures? Alors, ces banques d'affaires en général, c'est des experts. C'est des experts qui ont été formés dans la matière, formés dans tout type de secteur. Le rôle, c'est le rôle de conseiller. Le rôle de conseiller, ça veut dire que voilà, un projet, c'est d'avoir la capacité de mettre en place un projet, de structurer le projet, de le rendre bancable et bien évidemment de le vendre aux prêteurs final qui sont souvent des banques commerciales ou des banques de développement. La particularité, comme je te disais tout à l'heure, c'est des experts dans la matière. Leur rôle, bien évidemment, c'est de rendre un projet bancable, ce qui aujourd'hui est un problème en Afrique. L'un des problèmes majeurs qu'on a effectivement dans ce continent, c'est la bancabilité des projets. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'effectivement, la banque d'affaires n'est pas bien impliquée, en tout cas, dans les structurations de projets, et ce qui souvent a fait que pas mal de projets en Afrique sont vraiment peu bancables. Très bien. Donc aujourd'hui, si l'État veut vraiment financer, nos États respectifs veulent financer les infrastructures, je récapitule, l'État lui-même doit, dans lui-même son budget, prévoir une part de son budget pour financer ces infrastructures. Il faut faire également appel au secteur privé par un partenariat PPP. Penser également aux banques d'affaires qui, elles, sont des banques carrément différentes des banques commerciales qui, elles, sont spécifiées dans la recherche du financement d'infrastructures. Effectivement, c'est ces trois-là. Vous avez le secteur public, l'État, vous avez le secteur privé, et vous avez aujourd'hui le conseiller. Le conseiller, son rôle, c'est vraiment de faire la cuisine en tout cas. C'est de rendre tout mangeable, comme on dit, bancable. Moustapha Sow, merci d'être venu. Avec vous, on a parlé aujourd'hui du financement des infrastructures et plus précisément du rôle des banques d'affaires dans la recherche d'argent pour pouvoir financer ces infrastructures dans nos pays respectifs. Et puis, on part maintenant pour le salon de l'immobilier qu'on découvrira en deuxième partie de cette émission. Merci d'avoir suivi Moustapha Sow. Merci beaucoup. On part pour notre prochain invité. Merci. Bien chez soi, tel est le thème de la première édition d'un salon axé sur l'immobilier, l'aménagement, l'habitat, cette grande chaîne, ce grand secteur qui est dense, varié, mais qui est très important pour tout habitant de cette planète, car être bien chez soi, c'est très important. Tel est le thème de la première édition d'ICICI, le salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, qui se déroulera les 24 et 25, ici même à Abidjan. Nous sommes avec sa commissaire générale, l'initiatrice de cet événement, Madame Cynthia Latte. Bonjour Madame. Bonjour Jean-Paul. Comment est-ce que vous allez? Très très bien, et toi? Super. Parfait. Alors le CICI, le salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, comment est-ce que ça vient à l'esprit d'abord? Comment est-ce que vous concevez l'événement? Bon, écoutez, si c'était pour rassembler tous les acteurs du secteur immobilier en un seul et même lieu, pour rendre l'information accessible à tous. Donc c'est un peu ça. Ok. Voilà. Alors, les acteurs, il y a qui? Donc, quand on parle du secteur de l'immobilier, on parle de qui anime? Qui sont les acteurs qui animent ces secteurs? Secteur immobilier, on parle des aménageurs fonciers pour les terrains. On parle des constructeurs, on parle des promoteurs immobiliers, on parle des banquiers pour le financement, on parle des assurances pour les assurances habitation et tout. On parle de tout ce qui est... Et les notaires? Voilà, notaires, tout ce qui est énergie solaire, donc nouvelle sorte d'énergie pour réduire la consommation d'électricité. On parle un peu de tout le monde, donc... Le secteur est vaste. D'accord. Le secteur est vaste. Et tous ceux qui animent, et tout vraiment. Les décorateurs d'intérieur, tout ça. Voilà également. Et, tous ces acteurs ont-ils été déjà contactés pour participer au CICI? Oui. Donc pour pouvoir réaliser notre projet, on a fait simple. On s'est rapproché de tous
les acteurs du secteur immobilier, donc toutes les chambres qui étaient acteurs dans le secteur immobilier. On s'est rapproché des chambres pour aller chercher l'expertise. Chambre nationale des notaires. Voilà, des notaires, chambre des promoteurs immobiliers, chambre des architectes d'intérieur. Donc, pour ne citer que ceux-là. Voilà, ceux-là. Donc, on s'est rapproché de tout le monde pour aller chercher les experts avec qui nous allons travailler pour la réalisation de ce projet-là. Très bien. Voilà. Alors, donc, d'abord, vous parlez des experts, c'est-à-dire ceux-là, ce sont les experts. Oui. Eux, ils seront là à l'événement. Qu'est-ce qu'ils feront exactement? Ils ont des stands, ils donneront des conférences. Comment ça va se passer? Donc, les experts vont avoir leur stand, pouvoir expliquer aux gens les services qu'ils offrent et présenter également leurs produits. Il y aura également des conférences et des ateliers. Donc, ils auront l'opportunité d'exposer sur des sujets phares du secteur immobilier. Très bien. Donc, ils seront là également. Donc, ces experts, toutes ces chambres qui viendront, qui sont d'ailleurs des acteurs majeurs du secteur de l'immobilier, ils viendront en tant que conférenciers, panélistes. Exactement. Maintenant, parlons d'un autre volet de cet événement. Est-ce qu'il y aura des stands, tout ça? On aura Quand on parle d'un salon, habituellement... On voit quoi? Voilà, donc l'idée qu'on a pour la première édition du CICI, c'est de faire le focus sur la formation. La formation. Voilà, donc déjà... D'où la présence de ces acteurs, de ces experts. Voilà, donc déjà à partir du vendredi, on a la formation pour nos exposants qui seront sur place. Le vendredi, spéciale formation avec une école partenaire. D'accord. Le samedi, on commence avec... L'école partenaire, elle fait quoi, cette école? Elle est dans le domaine du secteur immobilier. Donc tout ce qui est formation relative au secteur immobilier. D'accord. Et l'événement, c'est samedi, dimanche, mais ça débute vendredi, pas une formation. C'est ça, vendredi, c'est seulement pour les exposants. D'accord. Vendredi, mais sinon ouvert au grand public, on commence samedi. Donc c'est samedi de 10h à 18h. Oui. On va commencer avec la visite des stands. Il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Et également, le plus qu'on rajoute cette année à notre première édition, c'est le service des navettes. Des navettes. Donc, comment ça se passe, le service des navettes? Ok, au fait, il y aura des listes qui seront disponibles chez les promoteurs. Donc les promoteurs vont nous donner les listes des personnes pour aller visiter les stands, pour aller visiter les chantiers, les chantiers en projet. Donc vous venez chez le promoteur, vous vous inscrivez chez lui, il nous remet les listes et nous on organise le transport de navettes. Donc il y aura un service de navettes. Ce sont des minibus qui sont là pour les faire... Des minibus qui vont se rendre sur les différents chantiers. Voilà, toutes ces informations, on peut les avoir où? Sur le site. Donc c'est cici.com. Vous allez www.cici.com. Combien de stands, combien d'entreprises ont déjà réagi favorablement? Là maintenant on a déjà une cinquantaine. Voilà, mais notre objectif c'est vraiment 100 entreprises. Donc vous avez déjà la moitié, c'est déjà un bon c'est ça, voilà. Combien de visiteurs attendus? On attend 20 000 visiteurs. Donc déjà là on a 3500 inscrits sur le site. Le cici.com. Exactement. si-ci.com. Très bien. Le salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, on peut dire, il est lancé, il est ouvert. C'est sur 3 jours. Premier jour formation juste pour les exposants. En effet. Samedi, premier jour, deuxième jour, on pourrait le dire, ouvert au grand public. Voilà. Avec près d'une cinquantaine d'exposants de tout le secteur. En effet. Les aménageurs, les notaires, des écoles même qui sont dans le domaine de l'immobilier. Dernier jour? Oui. Alors le dernier jour, c'est la même chose. Ça tournera autour de la visite des stands, les conférences. Mais ce qu'on rajoute, c'est un service B2B. Donc pour changer un peu, on a des petites réunions privées entre nos exposants et les potentiels investisseurs qui seront là. Donc ce sont des sessions privées réservées à nos exposants. Et il y aura également des services privés entre nos exposants et les associations qui pourront présenter leurs besoins en immobilier. Très bien. Voilà. Le CICI, il est lancé. Oui, en effet. Donc rendez-vous est pris les 24 et 25 mars. Donc rendez-vous est pris dans 2 jours. Oui. Dans 2 jours à l'Ivoire Golf Club. Les numéros pour avoir de plus en renseignements s'afficheront au bas de votre écran et direction sur le CICI, si-ci.com. Merci d'être venu, madame. Merci à vous, Jean-Paul, de m'avoir reçu. L'Afrique, elle est fabuleuse avec ses potentialités économiques, touristiques, avec ce métissage de culture. Et nous sommes fiers de faire vivre cette Afrique à travers Business 24, qui est sur le bouquet Canal+, 161 sur StarTimes 683 et désormais sur
vos smartphones sur la télé d'Orange au numéro 20. Merci de nous avoir suivis. La vie et l'information économique et continue toujours sur le 161. Merci, ciao ciao.